Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, on va essayer de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi ce soir, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Au programme de cette nouvelle émission, nous recevons chaque mois un observateur politique de notre séquence L'Observatoire de l'actu. Et ce soir, c'est le président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero, qui est avec nous. Et désormais, comme chaque mois, vous allez avoir droit à 2 sessions de Face à la bande. Notre première invitée à 20h07 est la vice-présidente de l'Association des maires de France et maire Les Républicains de Taverny, Florence Portelli. Avec elle, nous aborderons le congrès des Républicains et la menace de départ du parti lancée par Nicolas Sarkozy. Et à 20h28, c'est la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, qui sera avec nous. Avec elle, nous reviendrons sur la tourmente qui secoue le parti depuis les accusations de violence psychologique contre son secrétaire national Julien Bayou. Réagissez sur les réseaux sociaux au propos de nos invités, posez-leur des questions, puisque ce soir, et vous le savez désormais, vous êtes le 6e membre de la bande. Et si vous nous écoutez en radio, sachez que nous sommes aussi en télé, et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction, et on est en direct, évidemment. L'agenda politique. Et qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? La réponse avec vous, Quentin Leport, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Et on commence avec ce mois d'octobre qui marque notamment la rentrée parlementaire et aussi la reprise depuis lundi des débats pour les 577 députés qui étaient en repos depuis le 7 août dernier. Les députés ont du pain sur la planche puisque lundi prochain aura lieu au Palais Bourbon le réexamen du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Il prévoit de ramener le déficit public sous les 3% à l'horizon 2027. Il définit également les moyens qui permettront de l'atteindre dans un contexte de sortie de crise économique et sanitaire liée au Covid. Ce projet a plusieurs objectifs: réduire le déficit public, maîtriser la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant la poursuite de la baisse des impôts. Il vise également la compétitivité des entreprises, le plein emploi, ainsi que les investissements indispensables pour assurer les transitions énergétiques et numériques. À noter que ce projet de loi de finances a été rejeté il y a 3 jours, à 36 voix contre 30 par la Commission des finances. Une partie de la classe politique se mobilise contre la vie chère et l'inaction climatique lors d'une marche nationale, et c'est le 16 octobre prochain. Une marche à l'appel de Jean-Luc Mélenchon à laquelle participent 4 des différentes formations de la NUPES, la France Insoumise qui en est à l'initiative, mais également les socialistes, les écologistes et les communistes. 25 associations ont également apporté leur soutien à cette manifestation. Les principaux syndicats comme la CGT et la CFDT n'ont pour l'heure pas acté leur participation. Parmi les revendications, la hausse des salaires, le gel des prix de certains produits de première nécessité et l'instauration d'une taxe sur les superprofits. Elle demande également la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes dès 18 ans et la retraite à 60 ans. Et tous les ans, à l'automne, le gouvernement présente le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après avoir été présenté en Conseil des ministres le 26 septembre dernier, il sera proposé à l'Assemblée le 20 octobre. Le projet de loi prévoit notamment l'amélioration de l'accès à la santé et à la lutte contre les déserts médicaux. Autre proposition, le soutien aux familles en matière de garde d'enfants, l'appui aux personnes âgées en perte d'autonomie et la lutte contre la fraude sociale. Une autre mesure, c'est la hausse du prix du paquet de cigarettes indexé sur l'inflation. Si vous êtes fumeur, sachez que le prix moyen du paquet devrait augmenter de 50 centimes en 2023 et de 35 centimes en 2024. Il passera ainsi à 11 €. Les EHPAD, eux, devraient se doter de 3000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires en 2023. En tout, ce sont 50 000 postes qui seront créés dans ces établissements d'ici 2027. Enfin, le projet de loi propose le déremboursement de certains arrêts de travail prescrits en téléconsultation. Si la loi est votée par les députés, seuls les arrêts prescrits par votre médecin traitant seront remboursés. Les jeudis 20 et vendredi 21 octobre prochain se tiendra le 33e Conseil européen à Bruxelles, auquel la France sera bien évidemment partie prenante, Quentin. Le programme sera le même que celui de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement qui s'est tenue à Prague hier et aujourd'hui. Les dirigeants de l'Union européenne ont abordé 3 questions très importantes. Les dirigeants de l'Union européenne discuteront de la réponse de l'Union européenne à la guerre qui sévit actuellement en Ukraine et à l'escalade continue du Kremlin. Ils se demanderont également comment l'Union européenne peut continuer à apporter son soutien à l'Ukraine. Un soutien économique, militaire, politique et financier et qui a aussi pour but de protéger les infrastructures à risque. Ils aborderont également l'énergie et la manière de garantir la sécurité de l'approvisionnement. Enfin, au programme également la lutte contre les prix élevés de l'énergie, le soutien à la croissance et à l'emploi, ainsi qu'à la protection des consommateurs vulnérables.
qui sera aussi au cœur des discussions. Et le Conseil européen qui a pour but de définir les orientations et les priorités générales de l'Union européenne. Le Conseil européen qui réunit les 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Voilà, comme ça, on est beaucoup plus clair. Tous les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup, Quentin Leport. Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h07 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le président d'honneur du droit de mourir dans la dignité et adjoint à la maire de Paris, Jean-Luc Romero, sera notre observateur de l'actu. Nous reviendrons bien évidemment avec lui sur le débat de la fin de vie mis sur la table par le comité d'éthique le 13 septembre dernier. Avant ça, il est grand temps de retrouver notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Florence Portelli, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des vice-présidentes de la région Île-de-France. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association des maires de France et maires Les Républicains de la ville de Taverny, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et pour cette première partie de Face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud. Florence Portelli pour la présidence du parti Les Républicains. 3 hommes s'affrontent, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier et Éric Ciotti. Vous voterez pour qui dans 2 mois ? Alors tout d'abord, bonsoir, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas encore pour qui je voterai. Pour vous, il n'y a aucune personne parmi les 3 dans ce trio de tête quelqu'un a vos faveurs là-dedans ? Bah écoutez, c'est pas comme ça que je vois le problème, c'est qu'en fait, moi, il y a des thématiques qui me paraissent cruciales et fondamentales à travailler pour les années qui viennent, et pour un pays qui se porte pas très bien, une société qui est de plus en plus en difficulté, et j'aimerais que ces thématiques soient portées. Donc moi, j'y travaille de mon côté, parce que je crois beaucoup au fait d'être constructif avec des propositions, et j'apporterai ça sur un plateau au futur président des Républicains, mais pour le moment, en tous les cas, aucun des 3 ne porte mes idées, ou en tous les cas ne parle de ces thèmes-là. Et vous, pourquoi est-ce que vous y allez pas, Florence Portelli ? Vous dites que vous faites justement votre travail dans votre coin, ça vous tente pas, vous, la présidence ? Non, parce que vous savez, une élection, il y a des moments pour sentir qu'il faut y aller. Et là, je crois que c'est pas le moment, parce que ça aurait demandé beaucoup plus de préparation de ma part. Et je pense que ça demande surtout beaucoup de travail pour imposer des idées nouvelles. Quand vous êtes à droite, vous avez un peu des mantras. C'est comme à gauche, vous sortez quelques épouvantails et ça fait plaisir à votre électorat. À droite, aujourd'hui, c'est aussi un peu comme ça. Et moi, j'aimerais finalement qu'on fasse campagne ou qu'on parle de nouveaux projets pour la société autour de 3-4 thématiques. Et pour cela, faut apporter des propositions nouvelles. Il faut commencer à les diffuser dans le débat public et ça prend du temps. Donc voilà, des thématiques nouvelles, on comprend. Donc selon vous, dans le trio de tête, il y a personne qui porte ces idées actuellement. Florence Portelli, j'aimerais qu'on parle justement de Nicolas Sarkozy. Il a affirmé qu'il serait prêt à quitter le parti des Républicains en cas de victoire de Monsieur Retailleau. C'est un danger pour le parti si Nicolas Sarkozy s'en va ? Ah, je pense qu'on s'en remettra, mais c'est son problème. J'allais vous dire, pour moi, c'est pas vraiment un sujet, ça appartient au passé. C'est une figure évidemment qui a compté de manière très très importante dans notre parti. Mais enfin, franchement, depuis qu'il a eu le comportement qu'il a eu pendant les élections présidentielles et même pendant les législatives, pour moi, il est déjà au moins moralement exclu de notre parti. Donc qu'il y soit pas, je vous avoue que pour moi, c'est pas un sujet de préoccupation. Et je considère même qu'il est moralement sorti de notre famille politique. D'accord, il est sorti, il appartient au passé selon vous, Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas un risque de fuite selon vous, parce qu'on a encore beaucoup de personnes au Parti Les Républicains qui, au moins par habitude, se disent sarkozystes. Pour vous, il n'y a pas de risque de fuite comme ça ? Non, parce que même les sarkozystes de stricte obédience, ceux qui étaient historiquement sarkozystes, ont été extrêmement déçus. Je pense à Brigitte Kuster, qui était vraiment un pilier de la Sarkozy, qui était candidate dans le 17e arrondissement de Paris. Et Nicolas Sarkozy a choisi de soutenir plutôt une candidate de La République En Marche. Elle a été profondément meurtrie. Donc il y a des gens qui considèrent que ça a été un grand président de la République, un grand ministre de l'Intérieur, un grand ministre de l'Économie, tout ce que vous voulez. C'est pas parce que vous changez en cours de vie que ça réduit ce que vous avez apporté dans le passé. Mais le Nicolas Sarkozy d'aujourd'hui, il n'a plus rien à faire chez nous. Vous dites justement, il a décidé de soutenir plutôt des personnes de La République En Marche. Il a d'ailleurs publiquement refusé de soutenir Valérie Pécresse, qui est une très bonne amie à vous. C'est une trahison de sa part ?
Écoutez, après, ça le regarde, mais moi j'aime bien la clarté. Pourquoi dans ce cas-là, il y a eu un peu ce jeu de dupes pendant la présidentielle, je dirais peut-être si je soutiens ou je ne soutiens pas. Enfin, c'est quand même pas très glorieux. Et je pense que ces petites combinaisons d'appareils, ces comportements très égotiques dans la vie politique, ça éloigne les gens de la politique, parce que les personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui se demandent ce qui va se passer demain, s'en fichent complètement de savoir ce que fait Nicolas Sarkozy. Donc ça fait très ancien monde pour le coup, et je pense qu'il faut plus faire de la politique comme ça. Il n'y a pas de commandeur chez qui on va se prosterner dans le salon. Justement, on attend l'onction papale. Florence Portelli, justement, Bruno Retailleau, lui, il disait: je comprends que ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à la réélection de M. Macron, en parlant de M. Sarkozy, ne souhaitent pas me voir accéder à la présidence de LR. Nicolas Sarkozy, pour vous, c'est clair, il a permis la réélection d'Emmanuel Macron? Ah non, mais je pense que la réélection d'Emmanuel Macron, elle n'a pas été du tout elle n'a pas été permise par Nicolas Sarkozy. Elle est liée à plein de facteurs très divers. Mais en tout cas, il y a participé, selon vous. Il y a participé à sa réélection. La participation de Nicolas Sarkozy dans le débat public influence sincèrement une élection. Je pense que ça appartient à un monde ancien. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a compté. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, je pense, n'a aucune influence sur le vote des électeurs. On comprend. Donc, en tout cas, Florence Portelli, il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder avec vous, c'est celle de l'union des droites. On a vu récemment en Italie une coalition de droite arriver au pouvoir avec à sa tête Giorgia Meloni, la leader du parti d'extrême droite. Est-ce que, comme en Italie, les républicains vont devoir accepter de pactiser avec les extrêmes pour exister ? Non, mais alors déjà, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que vous savez, en France, on aime bien faire des raccourcis. Et moi, je suis d'origine italienne par ma mère. L'Italie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'un point de vue institutionnel. Ça n'a rien à voir au niveau des coalitions. C'est très fréquent, des coalitions comme ça, un peu hétéroclites. Et surtout, les populations n'ont pas du tout le même rapport à la vie politique nationale que nous l'avons en France, parce que eux, ils ont un système finalement très semblable à celui de la Troisième République, alors que nous avons une élection du président de la République au suffrage universel direct. On a une centralisation du pouvoir extrêmement forte. Mais donc concrètement aujourd'hui, Florence Portelli, donc selon vous, on peut pas comparer. On a quand même des personnes qui regrettent qu'il n'y ait pas une démarche collective, comme Nicolas Dupont-Aignan. Pour lui, il y a un programme de salut public identique chez LR, RN, Debout la France et chez Reconquête. Pour vous, c'est inenvisageable une telle union entre les droites. Là, on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec est-ce que l'influence de Nicolas Sarkozy, ça compte. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire, est-ce que la vie politique de demain, ce qui va compter, c'est les alliances, les petites combinaisons d'appareils. Moi, je crois que c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est, alors, je vous le dis aussi très clairement, pas d'alliance avec les extrêmes, mais une fois qu'on a dit ça, c'est déjà pourquoi les gens sont tentés par ce vote-là. Et les gens qui sont tentés par ce vote-là, ce ne sont pas des extrémistes et ce ne sont pas des gens, sauf à la marge, mais profondément racistes. Donc il y a des vrais problèmes dans la société qu'il faut pouvoir regarder et auxquels il faut pouvoir apporter des solutions, parce que sinon ces gens-là un jour seront au pouvoir, ils n'auront besoin d'aucune alliance pour être au pouvoir. Florence Portelli, on comprend votre avis. Pour vous, c'est non, une telle union. En revanche, c'est peut-être pas l'avis de tous les candidats à la présidence justement de LR. Est-ce que par exemple, si on a Éric Ciotti qui est président de LR, une telle alliance, vous la craignez au fond ? Non, pas du tout, parce que déjà, il a été très clair ces derniers temps sur ces questions-là. Et notre parti, surtout, est très très clair. Il est très très clair, et je vous signale qu'un président des Républicains n'a pas tous les pouvoirs. Il y a un bureau politique, c'est pas des choses qu'on décide tout seul sur le coin de la table. Donc c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. En revanche, encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi il y a des gens qui considèrent que la vraie droite, entre guillemets, pour eux, ce n'est pas les Républicains, mais Merci Florence Portelli. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville francilienne Taverny. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant, sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit de la députée européenne sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi. Posez-lui vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Face à la bande continue avec vous, Florence Portelli. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville de Taverny. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Chers amis de la bande, je vous confie notre invité et Raphaël Bardena vous pose la première question.
Le 1er octobre, vous avez lancé, avec d'autres élus LR de Paris, le parti Les Écolos, qui est fait pour ceux qui s'intéressent à ces questions sans vouloir les aborder de manière radicale. Florence Portelli, quand on voit l'état de la planète, a-t-on le temps de traiter le sujet de l'écologie de manière modérée ? Alors, dans ce qui est de manière modérée, c'est on traite pas l'écologie en stigmatisant les uns et les autres, en dressant des barricades, en ayant des propos haineux, en ayant une détestation de la gente masculine. Et en plus, en réduisant le débat à des sujets complètement ridicules comme des entrecôtes sur des barbecues. Donc, le propos, c'est déjà l'écologie, c'est un sujet suffisamment sérieux, suffisamment important pour qu'il soit traité de manière sérieuse. Après, ce parti, c'est le parti Diane Verling. Moi, j'y contribue avec quelques idées. Ça ne réduit pas mon action politique qui est plus large que ça. Mais on s'est dit avec beaucoup d'élus locaux, il y en a un peu marre qu'on nous dise dans nos villes où on fait beaucoup d'écologie parce qu'en réalité, les maires aujourd'hui, quel que soit le bord, font de l'écologie. Et dès qu'on en fait, vous avez des verts qui viennent vous voir en disant vous faites du greenwashing. C'est en fait, ils sont ennuyés qu'on vienne sur leur plate-bande électorale par calcul. Et en fait, dès qu'on fait des actions écolo, elles sont pas écolo. Et puis, je vous passe l'obscurantisme qu'ils ont parce que à les écouter, il ne faudrait même plus construire de logements. Alors que nous, on construit par exemple des écoquartiers. Mais les gens, il faut bien les loger. Il n'y a même plus de discours social. Moi, je vois dans mon conseil municipal, les Verts ne me parlent jamais des êtres humains. Ils ne parlent pas des gens qui habitent dans les quartiers difficiles. Ils ne me parlent pas des difficultés sociales. Ils ne me parlent que de greenwashing, du fait qu'il ne faut pas couper le moindre arbre, même quand il est malade ou à moitié mort. Florence Portelli, merci, le temps file. Prochaine question et autre sujet avec Quentin Leport. Florence Portelli, pourquoi les Républicains ont autant de mal à continuer à s'imposer comme par le passé sur le plan national alors que le parti continue à exister localement ? Oui, vous savez, là-dessus, on est dans la ligne droite et c'est pas glorieux du Parti socialiste. Donc, en général, c'est une pente plutôt descendante. C'est pas parce que vous contrôlez les territoires que vous contrôlez justement le débat national. Je pense qu'en plus, avec le quinquennat, la vie politique, elle s'est vraiment scindée en deux. Vous avez d'un côté ce qui se passe justement dans les collectivités, de l'autre côté le national. Et puis enfin, je vous dirais sincèrement, on a des programmes qui sont des programmes de grande qualité, mais c'est des catalogues. Et on manque, à mon humble avis, d'une vision plus globale de la société et de la proposition d'une nouvelle France, d'un nouveau contrat social. Et on ne fait pas rêver. Donc il faut vraiment qu'on travaille le fond et la forme. Autre question avec Adrien Hardy cette fois-ci. Le prix du carburant, il continue d'augmenter. Le gouvernement permet d'alléger légèrement cette hausse, mais ça reste quand même très cher pour la majorité des Français. Quelle solution vous proposez face à cette montée des prix ? Excusez-moi, par contre, j'ai pas entendu le début. Le prix de quoi, pardon ? Du carburant, il continue d'augmenter. Qu'est-ce que vous proposez face à cette montée des prix ? Quelle solution ? Écoutez, le gouvernement a déjà fait des gestes par rapport à ça. Moi, je pense que surtout ce qu'il faut développer, c'est ce qui est alternatif. Les transports. Et ces gestes, ils sont suffisants ? Non, c'est pas suffisant, mais ce serait déjà un premier pas. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple en Île-de-France, moi je suis élue d'Île-de-France, on ne sait pas comment on va faire justement pour permettre à tous les plans de développement des transports de se réaliser en temps et en heure. On a un problème aussi de recrutement des chauffeurs à la RATP. On a, je crois, 600 chauffeurs en moins, ce qui fait qu'on a des lignes qui sont complètement en déshérence. Même, par exemple, à côté de chez moi, il y a la ligne C qui fonctionne très très mal. Donc, je dis pas que tout le monde doit prendre le train, le vélo et éviter la voiture. Mais si on veut quand même limiter notre consommation d'essence, il faut que les transports alternatifs puissent fonctionner correctement. Et actuellement en France, il faut vraiment qu'il y ait un vrai effort de l'État. Et puis sur la voiture, il faut développer aussi la voiture électrique. Mais pour ça, il faut qu'on ait un système de bornes qui soit un peu plus cohérent. Essayer aujourd'hui de faire des kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres en voiture électrique, c'est le parcours du combattant, avec en plus des abonnements aux bornes électriques qui sont parfois même différents. Donc, vous savez, en France, on adore faire des usines à gaz, mais en réalité, il faudrait aussi décomplexifier ces choses-là, et puis de manière plus profonde. Florence Portelli, se poser la question de notre dépendance énergétique. Rapidement, avant qu'on passe à un autre sujet. Et ça, c'est un vrai sujet. Et actuellement, il n'y a pas de proposition justement pour qu'on recouvre une souveraineté sur le plan énergétique. Prochaine question, vous retrouvez Axel Rebaud. Florence Portelli, 5 ans après MeToo, la parole des femmes continue de se libérer en politique. Nous, on l'a vu avec l'affaire Adrien Quatennens et aujourd'hui Julien Bayou. Est-ce que la parole des femmes chez LR, il y a des choses qui doivent sortir, des tabous qui doivent se défaire au sein du parti Les Républicains, des choses dont vous avez peut-être entendu parler ? Alors, dont j'ai entendu parler, sincèrement, non.
S'il y a des choses qui sortent, en même temps, j'espère qu'on ne fera pas comme chez les Verts. Parce que faire des cellules avec des militants qui règlent leur compte en mode comité de salut public, moi, j'appelle pas ça la justice. Et je pense qu'au contraire, c'est une insulte à toutes ces femmes qui sont réellement en souffrance. Je crois qu'au contraire, on devrait travailler à ce que la justice soit beaucoup plus rapide. Est-ce que, selon vous, Florence Portelli, il faut interdire ces cellules sur les violences sexuelles et sexistes ? D'exception pour instruire ces plaintes-là. Il faut interdire ces cellules des partis sur les violences sexistes et sexuelles ? Je pense qu'il faut des cellules avec des magistrats, avec des avocats, avec des personnes retraitées éventuellement de la magistrature qui puissent aider les femmes à aller porter plainte si elles le souhaitent, mais que ça ne doit en aucun cas être porté par des tribunaux d'exception qui n'en sont pas, qui soient portés par des militantes qui en plus ont des discours parfois extrêmement haineux et que moi j'appelle pas du tout féministes. Vous savez, il y a une série que j'aime beaucoup, c'est La Servante écarlate. J'ai pas envie de tomber non plus dans le servant écarlate. Donc je pense que c'est pas ça le féminisme. Prochaine question avec Quentin Leport. Florence Portelli, si vous deviez choisir entre des personnalités politiques du pouvoir actuel, entre Gérald Darmanin et Édouard Philippe à l'élection présidentielle de 2027, qui choisiriez-vous ? Vous serez très étonné, mais je choisirais quelqu'un d'autre parce que je suis sûre qu'ils ne seront pas. Alors qui, par exemple, ils ne seront pas président de la République en 2027 et je ne le souhaite pas. Alors vous choisiriez qui, Florence Portelli ? Je considère que Édouard Philippe n'a absolument aucune. On retombe encore dans le catalogue techno quand on l'écoute, mais il n'y a pas de vision de société nouvelle. Et Gérald Darmanin, il a beaucoup de qualités, mais je trouve qu'il a un petit côté cow-boy. Et moi, la politique, quand ça devient surtout une affaire de communication, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, votre candidat idéal, c'est qui ? Écoutez, d'ici là, on a le temps de voir le candidat ou la candidate. On a le temps de voir, on a le temps de voir, bien sûr. Peut-être qu'on aura des nouveautés. Mais vous avez peut-être une idée, une envie. Vous avez une envie, une volonté. Là, comme ça, spontanément, qui ? Écoutez, moi, la dernière personnalité pour qui j'ai une très grande envie est morte en 2010, c'était Philippe Séguin. Depuis, on a eu des candidats que j'ai trouvés remarquables, avec beaucoup de qualité. Mais moi, ce que j'attends, je me dis, c'est un projet de société qui porte avant tout sur l'éducation et la transmission. Je considère que c'est le premier fléau de notre pays, c'est l'état dans lequel est l'éducation. Et après, un candidat ou une candidate qui s'attaque aux questions de souveraineté, d'indépendance énergétique et de la place de la France dans le monde et en Europe. Et très rapidement, du coup, quelqu'un de vivant. Je n'ai rien entendu là-dessus pendant la présidentielle. Mais du coup, rapidement, quelqu'un de vivant alors ? Quelqu'un de vivant, je vous dis, on verra. Faut aimer les surprises. Non, mais on verra, c'est pas une réponse, Florence Portelli. Hein ? On verra, c'est pas une réponse. Ça peut, pardon ? On verra, c'est pas une réponse, c'est pas grave. Merci beaucoup, Florence Portelli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville de Taverny et vice-présidente de l'association des maires de France. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits, c'est MRG TV, deuxième salve de Face à la bande. Et cette fois, c'est une députée européenne que nous recevons, puisqu'il s'agit de Michèle Rivasi, membre d'Europe Écologie Les Verts. Avec elle, nous reviendrons bien évidemment sur l'affaire Julien Bayou. Avant ça, on retrouve les deux frères toulousains de Big Flo et Oli pour leur titre composé avec Stromae. C'est Dommage et c'est sur MRG Hits. 20h28 tout pile sur MRG Hits et MRG TV, toujours en direct en radio et en vidéo maintenant qu'on a le son. 20h l'invité, c'est désormais le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG. Notez bien dans vos agendas et il est grand temps de confronter la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Michèle Rivasi, vous êtes députée européenne sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été députée de la Drôme de 97 à 2002. Vous étiez candidate à la primaire écologiste de 2016 en vue de l'élection présidentielle de 2017. Vous vous qualifiez pour le second tour avant d'être battue par Yannick Jadot. Et justement, c'est du parti Europe Écologie Les Verts qu'Axel Rebaud va aborder avec vous, Michèle Rivasi. Et c'est parti pour Face à la bande. Michèle Rivasi, sur l'affaire Bayou, est-ce que vous approuvez les méthodes de Sandrine Rousseau ou est-ce qu'elle est allée trop loin cette fois ? Écoutez, c'est un jugement, je crois qu'on apprend les choses en marchant. Je trouve que la méthode de Sandrine est allée trop loin, dans la mesure où pour moi, c'était à la personne qui est victime qui doit s'exprimer. Et d'utiliser Sandrine pour dire qu'elle avait fait une tentative de suicide, etc., je trouve que c'était pas à elle à le faire. C'est un premier point. Après, vis-à-vis de Julien Bayou,
écoutez, il a été un peu pris à son propre piège parce que il aurait dû démissionner dans la mesure où il avait été élu député. Il y a une incompatibilité d'être secrétaire national des Verts et d'être député. Il l'a pas fait. Et là, il y a eu un déficit aussi. Il aurait dû démissionner parce qu'il y avait un cumul des mandats. Mais Michel Rivasi, là, on parle pas de la même chose. Est-ce que s'il n'avait pas été député, il aurait dû démissionner de son poste de secrétaire national? Eh bien, écoutez, là où il y a eu aussi une faute au niveau des Verts, je pense, c'est qu'ils ont une cellule d'écoute qui n'a pas fonctionné, qui a pris du temps. Et c'était à cette cellule de voir, franchement, si les faits étaient importants ou pas. Moi, ce qui m'a choqué, pour tout vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'inquisition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'octroient le droit d'aller fouiller dans la vie privée des gens et après de les mettre dans la vindicte, je dirais, populaire, et ça pousse les gens à démissionner. Et ça, je suis en désaccord, parce que donc aujourd'hui, il y a un problème dans le parti, Michel Rivasi. Aujourd'hui, il y a un problème au sein du parti. Oui, je pense qu'il y a un problème au sein du parti. C'est bien d'avoir cette cellule, puisqu'elle a été mise en place, les gens ont été formés. Vous voyez, on n'a pas appris des gens comme ça, sans formation. Et là, elle a pris trop de temps. Donc, les médias se sont emparés de cette affaire plus vite que cette cellule d'écoute. Et en fait, Julien Bayou, il a été obligé de démissionner. Mais je vous dis, ce qu'il aurait dû faire avant, de toute façon. Mais alors, donc, effectivement, bon, vous dites, ça montre bien qu'il y a la cellule d'écoute, elle a failli, puisque Julien Bayou avait demandé à 4 reprises d'être écouté. Il ne l'avait pas été en temps et en heure. Au final, ce sont des faits qui ne sont même pas répréhensibles pénalement, nous disait Sandrine Rousseau. Donc finalement, Julien Bayou, c'est une victime collatérale, selon vous? C'est une victime collatérale, tout à fait, par un déficit au sein du parti. Et puis, remarquez, il n'était pas obligé de démissionner puisque personne ne lui demandait de démissionner. Même Sandrine Rousseau ne lui a pas demandé de démissionner. Donc, il l'a fait. Maintenant... Alors, également, Michel Rivasi, il y a un article... qu'on prenne du temps pour améliorer la situation parce que, franchement, il y a un problème dans le parti, on le comprend. Michel Rivasi, récemment, il y a un article de Libération qui a révélé l'existence de ce qu'on appelle les louves au sein d'ELV, un groupe informel de militantes féministes ou parfois même des ex-compagnes de Julien Bayou qui depuis 3 ans maintenant le surveillent et l'accusent d'être un prédateur et un manipulateur. Vous étiez au courant de ces pratiques ? Non, je l'ai découvert dans les médias, je l'ai découvert dans la presse, mais j'avoue que je suis inquiète. Parce que ça vous inquiète? Vous condamnez ces méthodes? Des cellules internes pour faire ça, ça veut dire que franchement, il déplaisait à toute une série de personnes. Et c'est vraiment les procès de Moscou. Moi, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Vous avez un peu peur, effectivement, que ça tombe un peu n'importe comment. Donc, vous condamnez ces méthodes? Selon vous, il doit y avoir des sanctions prises contre certaines de ces louves? Écoutez, les sanctions, c'est que je pense qu'on va remettre à plat les dysfonctionnements qu'il y a eu au niveau du parti. Je pense que ce qui s'est passé, ça pourra se passer aussi ailleurs, et qu'il faut avoir une ligne qui à la fois respecte la vie privée des gens et fait qu'il n'y a pas une inquisition comme ça par des louves alpha. Donc si on comprend Michel Rivasi, si vous vous dites féministe, c'est pas votre féminisme, ça. C'est pas le même féminisme que Sandrine Rousseau. Non, c'est pas le même féminisme. Je pense je sais pas quelle est sa position par rapport à ces femmes qui ont fait une enquête. Si elles estiment que Julien Bayou était un prédateur, si elles estiment qu'il avait des comportements incorrects, à ce moment-là, elles font une tribune. Mais de là à faire une enquête interne... Alors, sur un autre sujet, j'aimerais qu'on parle également, Michel Rivasi, du congrès d'Europe Écologie Les Verts qui arrive dans 2 mois maintenant. Julien Bayou, il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas de toute façon au poste de secrétaire national. Vous voulez qui, vous, aujourd'hui, à la tête d'Europe Écologie Les Verts? Écoutez, j'attends qu'il y ait une femme qui se présente. Et puis, pour l'instant, je ne sais pas les candidatures. Il y a Marine Tondelier qui se présente, mais il peut y en avoir d'autres. Moi, j'attends à la fois la présentation et surtout le programme. Donc, vous avez bien une idée. Donc, vous parlez de... On a un enjeu politique très important à l'heure actuelle. Avec tous les défis auxquels on est confronté, on voit bien maintenant
le retour du nucléaire, et ça a été quand même un élément très fort au niveau des Verts, que ça soit ce qui se passe sur la transition énergétique. Il y a vraiment des choses à faire. Si on vous entend, Michel Rivasi, il faut une femme. Aujourd'hui, c'est primordial pour vous. Ça sera vraiment l'un des points qui va vraiment déterminer votre vote. Il faut une femme à la tête du parti. Bah écoutez, pour moi, c'est très important, oui. Ça peut être Sandrine Rousseau ou pas? Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de divergences avec elle. Est-ce que ça peut être Sandrine Rousseau, la secrétaire nationale du parti? Écoutez, elle va certainement se présenter. On verra son programme et puis on verra les militants ce qu'ils décident. Et vous, est-ce que ça vous dit ou pas la présidence, Michel Rivasi? Est-ce que vous y pensez parfois alors pas pendant que vous vous rasez, j'imagine, pas comme Nicolas Sarkozy, mais est-ce que vous y pensez? Non, plus maintenant. Plus maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce que vous avez eu envie de ce poste? Non, je vais finir mon mandat de députée européenne, où je suis très active. Et après, on verra la suite. Mais pas comme poste de secrétaire national, non. Très bien. Donc, il y a par exemple aussi le nom de Cyrielle Châtelain. Ça peut aussi être quelqu'un. Donc, elle est co-secrétaire actuellement, elle assure seule. Ça peut être quelqu'un qui soit secrétaire national encore? Écoutez, j'attends les candidatures. Michel Rivasi, merci. Voilà, juste le temps de reprendre députée européenne, Europe Écologie Les Verts, et on vous retrouve très très vite. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous serons en compagnie du président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero. Et puis dans un petit peu plus de 20 minutes, vous retrouverez également Storytelling. Ce sera juste après 20h l'invité. Il n'y a pas de pause entre les deux émissions. Et Raphaël, quels sont les deux invités que vous aurez dans quelques dizaines de minutes en direct sur MRG? Et ce soir, vous aurez droit à Julien Arrouti, l'acteur qui a fait partie notamment qui fait partie tout simplement de la Fifi que vous avez vu dans Babysitting 1, Babysitting 2 aussi, ouais. Dans alibi.com, voilà, tout énormément. Et on va parler Iran également. Exactement, avec Madame Kian qui est une sociologue pour tout simplement spécialiste du féminisme et du Moyen-Orient également. Et voilà, tout ça c'est dans un petit peu plus de 20 minutes sur MRG. Et avant tout ça, il est grand temps de retrouver la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Michel Rivasi, vous allez faire Face à la bande, et ce soir, elle est composée d'Axel Rebaud, d'Adrien Hardy et de Raphaël Bardena. Et je rappelle bien évidemment que vous êtes député Europe Écologie Les Verts au Parlement européen. Et Adrien, c'est à vous de poser la première question à notre invité Michel Rivasi. Emmanuel Macron a demandé aux Français de ne pas allumer leur radiateur au-dessus d'une certaine température cet hiver. Une décision qui fait grandement polémique. Tout le monde dit qu'il ne fait rien pour l'environnement, mais quand il veut mettre quelque chose en place, personne n'est d'accord et tout le monde le critique. C'est pas un peu hypocrite? Écoutez, on a parlé de sobriété énergétique. De toute façon, les gens, de leur dire, ils sont quand même avec des factures énergétiques énormes, et donc ils vont le faire de même. Il va falloir diminuer la température, sauf que chez les gens les plus précaires, vous voyez, ils raisonnent comme si tous les gens étaient dans l'abondance. Mais chez les gens les plus précaires, ils sont déjà même en dessous des 19 degrés. Mais il faut bien que tous les Français fassent quelque chose à leur échelle. Pardon ? Il faut bien que tous les Français fassent quelque chose, un geste pour l'écologie à leur échelle, parce qu'on voit, pour le moment, les gestes du gouvernement ne fonctionnent pas. Parce que on dirait qu'ils découvrent la sobriété énergétique. Là, il faut vraiment parler franchement au niveau des gens. On a un problème, il faut qu'on sorte des énergies fossiles. En plus, au niveau de l'hiver, je pense qu'on va passer un hiver, s'il n'est pas trop rude, de façon correcte, dans la mesure où on a quand même un certain nombre de réserves. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'en face, ils disent, on va mettre des milliards, et notamment il faudrait au moins 10 milliards par an, pour la rénovation des bâtiments. Parce que ce qu'ils vont souffrir, c'est quand même les plus précaires. C'est les gens qui sont à 1 euro près. Et moi, je vois autour de moi, les gens sont hyper anxieux, hyper inquiets.
voyez, ils sont en train de remplir leur chaudière. Michel Rivasi. On les a mis sur les granulés. Michel Rivasi, on a bien compris, Michel Rivasi. On a bien compris. Michel Rivasi, on passe à une autre question. Et cette question vous est posée par Raphaël Bardona. Michel Rivasi. Raphaël Bardona, allez-y. L'Ukraine continue de reprendre des territoires face à la Russie. Est-ce que vous voyez une victoire ukrainienne dans un futur proche ? Ah ben bien sûr. On a condamné l'agression de la Russie par l'invasion que la Russie a faite au niveau de l'Ukraine. À l'heure actuelle, il y a une mobilisation des Ukrainiens de façon incroyable. Il y a aussi une mobilisation forte des Russes quand on voit avec 200 000 soldats. Dans cette victoire, par contre, je suis très inquiète pour tout vous dire. Allez-y. Parce que Poutine, je sais absolument pas s'il sent que les jeunes Russes ne veulent pas aller à la guerre, parce que regardez les queues qu'il y a en Géorgie, dans d'autres pays où les jeunes partent parce qu'ils veulent pas faire aller à la guerre en Ukraine. Moi, j'ai très peur des réactions de Poutine vis-à-vis d'une utilisation d'une arme nucléaire tactique. Voilà ce qui me fait peur à l'heure actuelle. Michel Rivasi, vraiment, il faut... Michel Rivasi, une autre question. Je suis désolé de vous couper, mais il faut que la parole circule. Et la prochaine question est signée Adrien Hardy. Donc on a dit les offensives ukrainiennes continuent alors que Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Concrètement, quel rôle doit jouer l'Union européenne dans cette partie de la guerre ? Il faut que l'Europe joue un rôle de diplomatie, de pression comme elle a effectué au niveau de la Russie et de Poutine. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné ce rôle de médiateur depuis le début du conflit. Oui, mais il faut jouer avec la Chine, il faut jouer avec d'autres interlocuteurs parce que moi j'avoue que je suis très inquiète. Je ne sais pas du tout si Poutine est humilié comme on dit, vous voyez, qu'est-ce qui va sortir. Et pourquoi ce rôle de médiateur fonctionnerait maintenant et pas avant, au début du conflit ? Parce que l'état de l'armée russe est beaucoup moins opérationnel que ce qu'on pensait. Et en plus, on sent qu'en Russie, les jeunes ne veulent pas faire la guerre, ce qu'on ignorait complètement. Donc, il va falloir peut-être utiliser le refus de la guerre en Ukraine par les Russes pour pousser Poutine à négocier. Michel Rivasi, prochaine question, et elle est signée Axel Rebaud. Michel Rivasi, on a parlé brièvement du nucléaire civil tout à l'heure. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire, elle vous fait plus peur que le charbon allemand ou que le gaz de schiste américain ? Ah oui, il n'y a pas de comparaison. Vous savez, moi, du nucléaire, je m'en occupe depuis plus de 40 ans. Je suis allé à Tchernobyl, je suis allé à Fukushima. J'ai vu les dégâts, parce que c'est des dégâts, si vous voulez, incroyables. Et en plus, les gens, même en Ukraine, c'est pour ça que je connais assez bien l'Ukraine, les gamins sont encore malades, vous voyez, depuis l'accident de 86. Donc, pour moi, cette énergie que lance M. Macron, il est complètement hors cadre. D'abord, il faut bien savoir. Michel Rivasi, d'ailleurs, le gaz de schiste américain qu'on est en train d'importer, il est interdit à l'exploitation en Union européenne. Le gaz allemand, il fait 23 000 morts en Europe chaque année. Ça fait combien de morts l'énergie nucléaire chaque année, Michel Rivasi ? Si vous prenez l'Ukraine, il y a eu à peu près 300 000 morts. Et quand vous voyez Fukushima, les gens ne peuvent plus revenir chez eux. Il y a eu une perte au niveau de leur qualité de vie, mais Michel Rivasi, pour Tchernobyl, on comprend bien que les normes de sécurité, déjà, elles n'étaient pas respectées et elles étaient en plus à des années-lumière de ce qu'on a en termes de sécurité en France et en Europe. Donc c'est pas vraiment comparable aujourd'hui, surtout que c'était une erreur humaine en vérité, Tchernobyl. C'était pas juste un accident. Mais bien sûr que si, c'est un accident. Qu'est-ce que vous racontez ? Ils font des essais comme ils font des essais dans plein de centrales. Là, l'essai qu'ils ont voulu faire n'a pas marché parce qu'il y a eu un emballement au niveau du réacteur. Fukushima, regardez, ça a été le tsunami, mais en France, si jamais il y a un séisme, la centrale de Fessenheim, même celle de Tricastin d'ailleurs, il peut y avoir rupture de digue et toute l'eau va aller au niveau de la centrale nucléaire qui est plus basse et on n'aura pas des groupes électrogènes pour refroidir le cœur du réacteur. Michel Rivasi,
Michel Rivasi, la prochaine question à Michel Rivasi avec un autre sujet. Michel Rivasi, la prochaine question est signée Raphaël Bardona. L'Italie a rejoint récemment le groupe des pays européens dirigé par l'extrême droite. Est-ce que vous craignez que l'extrême droite soit bientôt majoritaire au Parlement européen ? Majoritaire, non. Non, parce qu'il y a un groupe de pro-européens qui est beaucoup plus important que l'extrême droite. Par contre, c'est vrai que ça m'inquiète, parce que l'extrême droite a toujours des solutions, vous savez, simplistes, et les gens pensent qu'ils vont révolutionner un peu leur qualité de vie. Or, quand on regarde, ils connaissent rien sur le réchauffement climatique, leur proposition ne tient pas la route, et en plus, sur la migration, de toute façon, c'est quelque chose qu'il va falloir... Michel Rivasi, merci, c'est la fin du temps imparti. Je suis désolé, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup, Michel Rivasi, d'avoir accepté notre invitation. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. Notez bien, on est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons une personnalité de la société civile qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est adjoint à la maire de Paris et président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le spécialiste en France de la fin de vie. Le 2 septembre, lors de la remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur à Lynn Renault, Emmanuel Macron a affirmé que le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige. C'est le moment de le faire et nous le ferons. Quelques jours plus tard, il a annoncé le lancement prochain d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que vous y croyez, Jean-Luc Romero ? Écoutez, je pense que pour la première fois, ce qu'on peut dire, les planètes sont alignées. Vous avez à la fois un président de la République qui enfin a compris qu'il faut donner cette ultime liberté. Il a été suffisamment clair ces dernières semaines. Vous avez une Assemblée nationale qui est très largement acquise à une loi. Puisque toute la gauche y est favorable, les 2/3 du groupe du président de la République et un certain nombre de députés de droite aussi ils sont favorables. Et puis bien sûr la société, c'est-à-dire que 9 Français sur 10 qui sont pas du tout des militants de l'euthanasie, mais qui veulent tout simplement avoir une loi qui leur permette de choisir. Les Français savent très bien qu'aujourd'hui, c'est pas celui qui est dans le lit ou celle qui est dans le lit qui décide, mais c'est souvent ceux qui sont autour du lit. Et que malheureusement, les lois que nous avons eu 3 lois Leonetti depuis 2005, c'est-à-dire qu'en 20 ans, 3 lois, ça prouve que les choses ne fonctionnent pas bien puisqu'on a besoin sans arrêt de revenir pour les améliorer. Et donc voilà, les Français veulent une autre loi et je pense que, j'espère qu'en 2023, on va enfin avoir cette loi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'opinion publique est prête ? On voit qu'il y a déjà eu de nombreuses prises de parole contre cette proposition. Est-ce que l'opinion publique est vraiment prête cette fois-ci ? Écoutez, moi je vous conseille d'aller d'aller dans la rue et puis de poser la question simplement aux gens, vous verrez. Enfin, tous les sondages depuis plus de 20 ans disent la même chose. Oui, mais la rue, c'est pas forcément le reflet total de la société. Mais vous allez dans la rue et vous demandez aux gens et vous verrez qu'il y ait 5 ou 6% des gens qui sont contre. Ils ont d'ailleurs le droit d'être contre. Moi, je ne veux pas imposer quoi que ce soit aux gens. Mais en quoi des gens pourraient imposer à une société leur point de vue puisqu'ils sont contre, personne va les obliger à se faire euthanasier. Mais justement, Jean-Luc Romero, la possibilité qu'on donne, c'est un droit supplémentaire. Donc on soit contre, on n'a pas à être contre un droit. Vous savez, c'est comme ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Mais Jean-Luc Romero, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'opposants, Jean-Luc Romero, pour la fin de vie, pour l'euthanasie, justement, comme ils appellent ça ? On vit pas dans le même pays parce que moi je fais des réunions sur plein de sujets de société et sur la question de la fin de vie, j'ai des salles pleines à craquer. Je sais pas où sont les opposants. Il y a des grands médecins, les responsables des soins palliatifs et les religieux. Mais les religieux, ils sont même pas en adéquation avec leur propre avec leurs propres fidèles, puisque même la Croix, qui a quand même été très objective, a il y a quelques années sorti un sondage qui nous dit bien sûr que 90% des Français sont pour, mais aussi 90% des catholiques non pratiquants
pratiquants et plus de 75% des catholiques pratiquants. Jean-Luc Romero, vous l'avez dit, parmi les opposants, il y a une dizaine de sociétés savantes de professions impliquées dans la fin de vie. Elles s'inquiètent des conséquences éthiques et déontologiques d'une évolution législative qui pourrait avoir sur leur métier. Est-ce que vous comprenez ces opposants ? Je comprends qu'ils n'y soient opposés, mais ils auront une clause de conscience. Il n'y a aucun pays, vous savez, aujourd'hui, on est entouré quasiment de pays qui ont légalisé l'euthanasie ou qui vont le faire bientôt. Est-ce que la Belgique, est-ce que aux Pays-Bas, les médecins ont fui leur pays tellement on leur imposait des choses? Pas du tout. C'est d'ailleurs plutôt, en plus, malheureusement, les Français qui fuient leur pays pour aller mourir dans ces pays-là. Donc, jamais rien leur sera imposé. Vous savez, on nous a dit la même chose avec l'avortement. On nous a dit la même chose avec le mariage pour tous. Dès qu'on veut donner des droits à des gens, il y a toujours une petite partie qui sont opposés. Que des médecins ne veuillent pas le faire, ils seront respectés, mais c'est pas leur mort. Je vous rappelle que c'est pas une affaire médicale, c'est une affaire citoyenne, c'est une affaire éthique, c'est votre propre affaire. Votre mort vous appartient comme votre corps, et notamment au moment de l'avortement, les femmes avaient raison de dire mon corps m'appartient, et des médecins disaient on est contre, ils avaient le droit d'être contre. Jean-Luc Romero, ne les a obligés après. Jean-Luc Romero, quand on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, on a plein de gens, Jean-Luc Romero, sur les réseaux sociaux qui nous ont dit non, ce n'est pas la fin de vie, c'est l'euthanasie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que ce n'est pas le droit de mourir dans la dignité, c'est l'euthanasie? Mais moi, je ne choisis pas. Chacun juge sa propre dignité. Moi, je me bats pour une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc, bien sûr que j'assume ces mots. Comme les Français, c'est dans tous les sondages qu'a fait notamment l'IFOP. Et si je cite l'IFOP, c'est parce que c'est elle qui fait depuis 30 ans des sondages récurrents et qui sont toujours la même question. Il y a le mot euthanasie et les derniers sondages, je crois que c'est 93% des Français qui y sont favorables. Donc voilà. Je veux dire qu'à un moment, il faut quand même écouter les Français qui veulent simplement une loi qui leur permet de dire stop s'ils le souhaitent, qu'ils utiliseront sûrement pas, puisque vous savez, dans les pays qui nous entourent, les euthanasies, c'est en gros entre 2,5% et 4% des fins de vie. Donc ce sera toujours minoritaire, mais qu'on ait cette porte de sortie parce que il y a des situations où les fins de vie sont absolument atroces et je vois pas dans un pays laïque. Jean-Luc Romero, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et adjoint à la maire de Paris. Merci beaucoup. L'Observatoire de l'actu. Le deuxième numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Florence Portelli, Michel Rivasi, Jean-Luc Romero. Merci également à la bande. Merci à vous qui êtes autour de la table. À Quentin Leport qui est déjà parti. À Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardena. Raphaël Bardena que vous retrouvez d'ailleurs dans quelques secondes. C'est maintenant très très proche en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Il recevra, et on l'a dit tout à l'heure, notamment l'acteur Julien Arruti et la sociologue spécialiste de l'Iran, Azadeh Kian. Avant ça, je vous dis au revoir en musique avec Sharks du groupe américain Imagine Dragons et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de 20h l'invité et on sera en direct, on sera là au même endroit, bien évidemment, au mois prochain. Au revoir.